L'histoire commence avec une petite elfe préparant le petit déjeuner pour son maître, Zénos. Celui-ci nous explique que dans ce monde, les guérisseurs ont une grande importance, car leurs contributions ont énormément aidé à l'expansion du royaume. Un guérisseur de 3e niveau ne peut que soigner des blessures superficielles, tandis qu'un guérisseur de 2e niveau peut restaurer le corps. Mais un guérisseur de 1er niveau, lui, peut accomplir des miracles. Ces derniers occupent une place prestigieuse à l'hôpital royal, où de nombreux guérisseurs apprennent la magie curative avancée et obtiennent leur licence avant d'entamer leur voyage en tant que guérisseurs indépendants. Cependant, dans un recoin reculé du royaume, nommé Azès, vit un guérisseur sans éducation formelle ni licence pour exercer. Son nom est Zénos, et pour un prix convenable, il peut soigner n'importe quelle blessure. Après avoir terminé avec un patient, il se prépare à sortir pendant que la petite Lily reste sur place pour tout ranger. Alors qu'elle cuisine, Carmilla fait son apparition, déclarant qu'elle meurt d'envie de goûter à tout ce qu'elle prépare. Son visage est marqué par d'énormes cernes, ce qui pousse Lily à lui dire qu'elle doit faire une cuisine délicieuse, car un jour, elle deviendra sans aucun doute l'épouse de Zénos. Une fois Carmilla partie, Zofia arrive au cabinet à la recherche de Zénos, mais Lily l'informe qu'il n'est pas là. Zofia décide alors de l'attendre. Peu après, une autre femme, Linga, se présente à son tour. Lily lui annonce également l'absence de son maître, et elle décide elle aussi de patienter. Mais lorsqu'elle remarque que Zofia est déjà là, elle regrette immédiatement sa venue. En réalité, Linga voulait lécher Zénos de la tête aux pieds, mais Zofia lui rappelle qu'elle est arrivée en premier, et qu'elle ferait mieux de rentrer chez elle. Les tensions entre elles montent, jusqu'à ce que Lily intervienne pour leur annoncer que Zénos n'appartient qu'à elle. Soudain, une 4e rivale, Lo, fait son apparition. Lily l'arrête net et lui dit que son maître n'est pas là et qu'elle ferait mieux de réparer la porte avant d'entrer. Finalement, toutes décident d'attendre son retour, et pendant que Lily est en cuisine, elle leur demande si elles comptent rester pour dîner. Sans surprise, elles répondent qu'elles attendront Zénos, ce qui signifie qu'elles mangeront sûrement aussi. À ce moment-là, Lily se souvient du linge qu'elle a laissé sécher et leur demande de surveiller la marmite pendant qu'elle sort. Mais à peine est-elle partie que les filles ne peuvent résister à la tentation de goûter à la nourriture. Elle est si délicieuse qu'elles n'arrivent plus à s'arrêter. Zofia les avertit que Lily va les gronder, mais lorsqu'elle sent l'odeur du plat, elle succombe aussi à la tentation et rejoint les autres. Pendant ce temps, Lily s'allonge dans l'herbe, se demandant si Zénos mettra longtemps à rentrer. À l'intérieur, la catastrophe a déjà eu lieu, elles ont tout dévoré. Quand Lily revient et voit le carnage, elle leur demande ce qui diable est en train de se passer. Les coupables baissent la tête, incapables de trouver une excuse. Zofia tente de se justifier en disant qu'elle voulait juste goûter, mais au final, elles avouent toutes leurs fautes. Pourtant, une nouvelle dispute éclate, qui mérite d'être avec Zénos. Lily, exaspérée, leur rappelle que si Zénos les voyait, il serait extrêmement en colère, car il voulait vraiment partager ce repas avec elle. Touchées par ces mots, les filles s'excusent et proposent de l'aider du mieux qu'elles peuvent. Malheureusement, Lily avait utilisé ses derniers ingrédients pour le ragoût, et il n'en reste plus un seul. C'est alors que Carmilla fait son retour, et la pauvre Linga, totalement paniquée, se jette au sol en implorant son pardon. Carmilla, perplexe, se demande bien quoi faire de ces idiotes, tandis que toutes, terrifiées, prient pour leur salut. Lily leur demande alors si elles peuvent aller chercher des ingrédients, et toutes, désespérées, se précipitent à leur recherche. Une fois seule, Carmilla fait remarquer à Lily qu'elle aurait dû les gronder davantage. Mais elle reconnaît que son cœur est trop noble pour cela. À sa place, si quelqu'un avait osé toucher à son alcool ou à sa nourriture, elle les aurait tous maudits sur le champ. Lily, amusée, lui répond qu'elle est peut-être un peu trop douce, mais elle n'est pas certaine de pouvoir terminer le dîner avant le retour de Zénos. Pendant ce temps, Zénos marche dans les rues et aperçoit une femme lapin en difficulté. Un homme aux cheveux longs s'approche d'elle et lui lance, exaspéré, qu'il ne sait pas quoi faire d'elle puisqu'elle disparaît sans arrêt. La jeune femme, affaiblie, lui répond qu'elle a mal au ventre et qu'elle est allée à l'hôpital, mais qu'ils ont refusé de la soigner, car elle n'avait pas d'argent. L'homme la saisit violemment par les cheveux et lui demande si elle croit vraiment qu'un simple mal de ventre peut lui faire gagner du temps. Il l'appelle alors esclave, puis l'entraîne de force avec lui sous les yeux de Zénos. Il la conduit dans un cimetière et la jette sans ménagement sur une tombe, lui disant qu'un endroit aussi misérable est parfait pour une semi-humaine comme elle. Mais soudain, quelque chose d'étrange émerge de la tombe et s'introduit dans son corps. L'homme lui assène alors un violent coup de pied dans le ventre, lui ordonnant d'arrêter de geindre. Voyant qu'elle ne réagit pas, il tourne les talons et lui annonce que si elle veut manger aujourd'hui, elle devra le mériter. Cependant, alors qu'il lui tourne le dos, la femme lapin se relève brutalement et lui tranche le ventre. Pris de panique, l'aristocrate s'enfuit en courant et, apercevant Zénos, lui hurle que son esclave est devenue folle et a essayé de le tuer. La semi-humaine s'approche alors, entourée d'une aura sombre. Zénos interroge l'homme sur ce qu'il faisait exactement, mais ce dernier, terrorisé, balbutie qu'il ne faisait que travailler, et que soudain, son esclave a perdu la raison. La jeune femme attaque, mais Zénos écarte l'homme du danger.
Le lâche aristocrate ordonne alors à Zénos de l'éliminer, mais celui-ci lui répond calmement qu'il n'est pas un assassin. Il esquive aisément tous les assauts, tout en observant la rapidité de la semi-humaine. Aucun semi-humain ne devrait être capable de se mouvoir ainsi. Elle tente de lui porter un coup, mais Zénos érige une barrière magique et l'envoie valser. Malheureusement, elle percute un bâtiment qui s'effondre directement sur le noble. Zénos s'approche de la jeune femme et réalise qu'elle est possédée. Il pense qu'on récolte toujours ce que l'on sème, mais être possédé pendant la récolte, c'est inhabituel. Il utilise alors sa magie curative, expulsant l'esprit maléfique tout en soignant en même temps la jeune femme. Il s'interroge, comment a-t-elle pu être possédée en plein travail? Puis, il se charge de détruire totalement l'esprit qui est sorti de la fille. L'aristocrate, miraculeusement encore en vie, assiste à la scène avec effroi. Il voit Zénos guérir une jambe brisée en une fraction de seconde et réalise qu'il a affaire à un guérisseur d'un tout autre niveau. Il lui supplie alors de le soigner, mais Zénos lui répond qu'il a terminé sa journée de travail et qu'il devra revenir demain. Le noble, paniqué, rétorque que s'il attend, il risque de mourir. Zénos lui annonce alors que, puisqu'il s'agit d'une urgence en dehors des horaires, cela lui coûtera bien plus cher. Pris de court, le noble lui jette un sac rempli de pièces d'or, mais Zénos, impassible, lui répond que ce n'est pas suffisant. Zénos informe que le prix est bien supérieur à celui du marché, ou bien suppose-t-il qu'il essaie de l'extorquer? Cela fait sourire Zénos, qui lui annonce qu'il est un guérisseur clandestin et ne possède donc pas de licence. L'homme lui demande si cela est possible, mais Zénos lui fait comprendre que c'est un travail illégal, tout comme le pillage de tombes. Le noble, paniqué à l'idée d'avoir été découvert, tente de feindre l'ignorance. Zénos lui dit alors que s'il veut être soigné, il devra compléter son paiement en ajoutant l'esclave. Désespéré, le noble accepte et lui dit qu'il peut faire ce qu'il veut avec elle. Une fois l'accord conclu, Zénos le soigne. Un peu plus tard, lorsque la jeune fille se réveille, elle lui demande qui il est. Il se présente et lui annonce qu'il l'a acheté. Il lui demande comment prononcer son nom, et elle répond qu'elle s'appelle-t-il. Zénos lui ordonne de se déshabiller, expliquant qu'elle lui a coûté cher et qu'il veut s'assurer de son état de santé. Terrifiée, elle finit par obéir. En enlevant son haut, Zénos constate qu'il avait raison, elle souffre d'un calcul biliaire, qui provoque une inflammation des voies biliaires. Il lui dit qu'il avait également remarqué son ictère. Il la soigne immédiatement. Til, stupéfaite, lui demande ce qu'il a fait. Zénos lui explique qu'il a simplement ouvert son corps, retiré le calcul et refermé la plaie. Til est impressionné, n'ayant jamais vu un guérisseur capable d'une telle prouesse, d'autant plus qu'elle ne garde aucune cicatrice. Zénos réplique que tout guérisseur ferait cela. Til le remercie, mais il refuse ses remerciements, précisant qu'il veut une compensation. Elle lui dit qu'il peut lui demander ce qu'il veut, car elle est son esclave. Il lui montre un carnet et lui demande si elle sait où se trouve une certaine plante. Elle répond que oui. Changement de scène, elle l'emmène sur le lieu où poussent les plantes en question. Zénos la remercie, et Til est surprise de recevoir des remerciements pour quelque chose d'aussi simple. Elle lui demande si elle doit faire autre chose, mais Zénos lui dit qu'elle a rempli son rôle. Cependant, Til se sent toujours redevable. Zénos lui répond qu'il demande toujours un prix juste pour son travail, et qu'elle a déjà fait le sien. Pourtant, elle reste insatisfaite. Zénos finit alors par rompre le contrat et lui annonce qu'elle est libre, que sa vie lui appartient désormais. Til ne sait pas quoi faire, n'ayant connu que l'esclavage. Elle lui dit qu'elle vivra pour le découvrir. Cela convient à Zénos, qui lui fait savoir que ce guérisseur clandestin sera là pour la soigner si besoin, mais que ce ne sera pas gratuit. Le soir, en rentrant chez lui, Lily, un peu gênée, lui annonce que le dîner n'est pas encore prêt. C'est alors que les filles arrivent avec tous les ingrédients. Zénos leur demande ce qu'elles font là, mais Ophia le supplie de ne rien dire. Lily se met à préparer un bon repas. Dans le laboratoire, Camilla lui fait remarquer qu'il semble lui être arrivé quelque chose d'intéressant aujourd'hui, lui demandant si c'est à cause de la fille qu'il a rencontrée. De son côté, Lily annonce qu'avec autant d'ingrédients, elle va préparer un véritable festin. Mais avant cela, elle lui préparera un thé pour qu'il puisse attendre tranquillement. Zénos se souvient de l'époque où il était membre du respecté Phénix Doré, qui était devenu l'un des groupes d'aventuriers les plus puissants de tout le royaume. Un jour, le chef du groupe, nommé Aston, annonce à Zénos qu'ils ne veulent plus d'un roturier pauvre venant des bas-fonds dans leur équipe. Il lui donne une pièce d'or comme indemnité de départ. Il affirme que Zénos ne vaut rien de toute façon, et qu'ils se porteront bien mieux sans lui. Zénos ne comprend pas, car il est un guérisseur très puissant qui les aide depuis la formation du groupe. Mais Aston se moque de lui, disant que ce n'est qu'un idiot autodidacte sans licence officielle de guérisseur, donc totalement inutile. Zénos le regarde et dit qu'il pensait qu'ils étaient amis. Aston rit au nez de Zénos avec ses compagnons, le tournant en ridicule et affirmant qu'il n'était qu'un bouclier de chair pour eux, rien de plus. Aston ajoute qu'étant désormais le groupe le plus fort du royaume, ils sont presque des célébrités, et qu'avoir un roturier venant des bidonvilles dans une équipe composée de nobles aristocrates, ça ne le fait pas. Il affirme que la pièce d'or devrait suffire pour qu'ils partent n'importe où et qu'il ne doit jamais dire à qui que ce soit qu'il faisait partie de leur groupe.
Zénos comprend que cet argent est en réalité destiné à acheter son silence. Il se lève et quitte la pièce, se demandant ce qu'il va bien pouvoir faire de sa vie maintenant. Alors qu'il marche sans but, il entend soudain le bruit de quelqu'un en difficulté et va voir ce qu'il se passe. Il découvre un homme et une femme en train d'essayer de maîtriser une elfe esclave, pour la vendre à un noble répugnant. L'elfe tente de se défendre et de s'enfuir, forçant l'homme à lui tirer une flèche dans la jambe. Il s'approche d'elle et la saisit par le col, mais l'elfe se débat avec fougue et mord la main de son agresseur, ce qui le rend encore plus furieux. L'homme sort alors une dague et la poignarde dans le ventre, ce qui énerve la femme, qui lui dit qu'il est stupide d'avoir abîmé leurs marchandises. Zénos les observe se disputer autour du corps de la fille, baignant dans son sang, et décide d'intervenir rapidement. Il leur offre la pièce d'or en échange de l'elfe, ce que la femme accepte immédiatement, pensant qu'elle est de toute façon déjà condamnée. Le duo disparaît rapidement dans l'obscurité, pendant que Zénos commence à examiner sa blessure. La fille pense qu'elle est déjà morte, mais Zénos, qui est un guérisseur exceptionnel, la soigne parfaitement en un rien de temps. Elle est complètement surprise, car elle n'a rien senti, et remercie Zénos pour son aide. Elle se présente sous le nom de Lily, puis s'inquiète aussitôt de la pièce d'or que Zénos a dépensée pour elle. Zénos le remarque et lui dit de ne pas s'en faire pour ça, que ce n'était pas si important. En réalité, il n'était pas très enthousiaste à l'idée de garder l'argent de pitié donné par un connard comme Aston de toute façon. Lily lui demande s'il est un guérisseur mondialement connu, mais il lui répond qu'il n'est personne, qu'il n'a même pas de licence officielle. Il lui demande ensuite où elle habite, mais elle répond qu'elle est affamée et sans abri. Zénos décide alors de la prendre sous son aile et l'emmène dans une petite taverne, où il lui achète des vêtements décents et un bon repas chaud. Lily mange avec appétit et demande à Zénos s'il ne compte pas manger lui aussi. Il lui répond qu'il n'a pas faim, mais en réalité, il n'a plus d'argent pour acheter à manger. Alors qu'il réfléchit à comment trouver un travail, un homme lézard entre dans la taverne, demandant de l'eau. Il s'assoit sur une chaise, du sang coulant de son bras, visiblement à cause d'une blessure par balle. Zénos s'approche de lui, examine la blessure et affirme que ce n'est qu'une égratignure. Le lézard semble sceptique, mais sans un mot de plus, Zénos lève les mains et prononce un sort de guérison, qui soigne instantanément sa blessure. Le lézard est choqué, mais heureux, et lui donne quelques pièces avant de quitter la taverne. Zénos est un peu surpris, car c'est la première fois qu'on le paie pour avoir soigné quelqu'un. Lily lui dit que c'est tout à fait normal, car les guérisseurs demandent un prix pour leur service. Zénos décide alors de vivre selon ce principe à partir de maintenant, et de créer sa propre clinique. Un problème avec ce projet, c'est que comme il vient des bas-fonds, obtenir une licence pour exercer légalement serait pratiquement impossible. Il devrait donc probablement devenir un guérisseur clandestin, exerçant illégalement. Lily semble très heureuse de cette décision et lui promet de l'aider toute sa vie. Zénos n'a pas vraiment envie d'impliquer une jeune fille dans une activité illégale, mais comme il ne peut pas laisser Lily seule, il décide de la garder avec lui pour le moment. Il l'emmène dans une partie abandonnée de la ville, où la plupart des maisons sont détruites et où il n'y a pas âme qui vive. Lily lui demande pourquoi ils sont dans un endroit aussi délabré, et Zénos lui répond qu'ils doivent rester éloignés du centre-ville pour ne pas attirer l'attention. Il explique qu'il cherche une maison encore debout pour en faire son foyer, et finit par en repérer une qui n'est pas trop mal. Il commence à inspecter toute la maison, même si elle semble en assez mauvais état. Zénos est simplement heureux d'avoir un toit au-dessus de sa tête, lui qui a passé la majeure partie de sa vie à dormir à la belle étoile pendant qu'il était avec son ancienne équipe. Lily utilise sa magie de lumière pour éclairer les lieux pendant que Zénos vérifie tout, jusqu'à ce qu'il tombe soudainement sur un spectre, qui n'est autre que Carmilla elle-même. Lily se cache derrière Zénos, pensant que c'est la fin, car les spectres sont les morts vivants les plus puissants, réputés pour leur toucher de mort. Carmilla sourit en voyant de la chair fraîche pénétrer dans son palais et décide de les attaquer, mais Zénos lance calmement un sort de guérison, ce qui fait disparaître ses bras. Elle est choquée qu'un humain puisse riposter, tandis que Lily le regarde, stupéfaite, et lui demande comment il peut se battre contre un spectre. Zénos semble confus et répond qu'il ne voit pas ce qu'il y a de si impressionnant, car il en a déjà combattu des centaines. On apprend alors qu'Aston, pour se divertir, envoyait Zénos dans les donjons les plus profonds, où il était forcé de faire face à des spectres. Mais Zénos a fini par comprendre qu'elles étaient en réalité vulnérables à sa magie de guérison. Revenant au présent, Zénos s'excuse auprès de Carmilla, affirmant qu'il veut juste rester ici et qu'il fera en sorte de ne pas la déranger. La spectre décide d'attaquer de nouveau, mais Zénos la repousse facilement. Carmilla est furieuse, elle, la reine des spectres, que personne n'a jamais osé défier. Elle lève les bras et invoque une petite armée de spectres pour l'éliminer, mais le guérisseur clandestin est bien trop fort pour elle. Il lance un sort de grande guérison qui élimine immédiatement tous les spectres de bas niveau, ne laissant que Carmilla. Zénos s'excuse encore d'avoir fait irruption ainsi et lui demande s'il peut au moins avoir une pièce pour y ouvrir sa clinique. Carmilla, réalisant que cet humain est différent, accepte de partager l'espace, mais précise que le deuxième étage est son quartier privé, avant de disparaître. Quelques jours passent, et la pièce commence peu à peu à ressembler à une vraie clinique,
alors qu'ils effectuent les derniers ajustements. Lily demande s'ils devraient faire de la publicité, mais Zénos affirme qu'ils n'ont rien à faire. C'est alors que la porte s'ouvre, et que le lézard entre à nouveau. Il se présente comme Zonde et dit à Zénos qu'il a amené sa sœur avec lui. Celle-ci regarde Zénos et lui demande s'il peut s'occuper de sa blessure au bras. Zénos réalise alors qu'elle a été touchée par une balle magique empoisonnée, et que son bras est entièrement infecté. Il affirme qu'il faudra l'amputer, car il est déjà mort. La femme lui demande combien cela coûterait, et Zénos annonce un prix de 1 million de won. Zonde est outré par ce tarif, bien au-dessus du prix du marché pour une simple amputation. Mais la femme le calme, affirmant que Zénos est malin et qu'il sait qu'elle est Zopfia, la chef du clan des lézards. En réalité, Zénos ne le savait pas, mais il avait déjà entendu son nom, car il y a plusieurs grands chefs de clan dans les bas-fonds, dont Zopfia, connu pour voler aux riches et redistribuer aux pauvres. Zopfia lui demande alors de justifier un prix aussi élevé, et Zénos répond sèchement que régénérer un nouveau bras demande énormément d'énergie. Cela la laisse complètement stupéfaite, et elle demande « Qu'est-ce qu'il veut dire par régénérer ?» Zénos, un peu confus, répond qu'il va lui couper le bras et lui en faire repousser un nouveau. Zopfia est choquée, mais elle lui dit que s'il est réellement capable de faire ça, alors elle paiera la somme qu'il a demandée. Peu après, il l'allonge sur la table et utilise un scalpel éthéré pour amputer son bras avant de lui en régénérer un tout neuf. Zénos est surpris d'apprendre que les guérisseurs ne font normalement pas ce genre de choses. Zopfia le remercie pour son aide, affirmant qu'elle lui enverra sûrement d'autres personnes à soigner. Quelques jours passent. Un soir, après avoir traité ses patients, Zénos prend le thé avec Carmilla et Lily. Lily lui demande alors « Pourquoi est-ce que les lézards sont toujours blessés quand ils viennent te voir ?» Zénos explique qu'il existe 3 factions dans les bas-fonds qui sont constamment en guerre, les lézards, les orques, et les furies. C'est alors qu'il sent quelque chose, et la porte s'ouvre. Un groupe de furies entre dans la pièce, accompagné d'une fille demi-humaine qui se présente comme Linga, la chef des furies. Zénos sait qu'elle gère toutes les opérations de jeu et qu'elle est réputée pour être une tyran. Il lui dit que la clinique est fermée pour aujourd'hui, mais que s'il s'agit d'une urgence, il peut jeter un coup d'œil. Linga se met à rire et affirme que peu importe combien de fois ils battent les lézards, ces derniers reviennent toujours, complètement guéris. Et maintenant, elle a appris que c'était Zénos qui les soignait. Sur ces mots, elle sort une énorme hache et commence à marcher vers lui, affirmant qu'elle va le tuer pour qu'il arrête d'aider les lézards. Elle se jette sur lui, mais le bouclier magique autour de Zénos brise son arme. Tous les furies l'attaquent alors, mais cela n'a aucun effet sur lui, alors il commence à saccager la clinique. Zénos tente de les arrêter, mais il ne l'écoute pas. Soudain, Carmilla apparaît, furieuse de voir sa maison détruite. Tous les furies se font littéralement dessus en voyant une spectre en colère. Mais avant qu'elle puisse tous les dématérialiser, Zénos l'arrête, affirmant que cette clinique est là pour sauver des vies, pas pour les prendre. Carmilla accepte de le laisser gérer la situation et retourne à l'étage. Quant à Linga, elle s'effondre aussitôt au sol et demande pardon, car un homme capable de tenir tête à une spectre peut effacer tous les furies en un instant. Zénos leur dit de ne pas s'en faire pour ça, tout en réalisant qu'il vient probablement d'avoir un nouveau flux de clients pour sa clinique. Sa clinique prospère depuis un moment maintenant, car il reçoit constamment des patients venant des hommes lézards ainsi que de la faction des poilus. En plus d'eux, un orc est maintenant arrivé et annonce à Zénos que leur chef, la Grande Lo, est malade et qu'il veut qu'il vienne la voir. Zénos lui dit de l'amener à la clinique, mais l'orc refuse, affirmant que Lo ne peut même pas bouger pour l'instant, et que les poilus et les hommes lézards traînent constamment dans les parages en apportant des cadeaux et en construisant des structures. Lo ne peut pas prendre le risque de se rendre dans un lieu entouré d'autant d'ennemis. Zénos pousse un soupir d'épuisement et décide de suivre l'orc jusqu'à leur repère. Il marche à travers des grottes sombres avant d'arriver dans une grande ouverture, où il découvre une magnifique femme musclée assise sur un trône, entourée d'un tas d'orques. Il se présente, mais Lo affirme qu'elle sait déjà qui il est, car les hommes lézards et les poilus ne cessent de vanter à quel point le nouveau guérisseur souterrain est un Sigma. Zénos est agacé par cette notoriété, car il ne veut pas trop attirer l'attention pour éviter d'avoir des ennuis avec les autorités, puisqu'il n'a pas de licence. Il lui demande ce qu'elle a, mais au lieu de lui répondre, elle le met au défi de découvrir le problème lui-même. Zénos s'approche calmement d'elle et examine tout son corps pour repérer une blessure externe, mais ne trouve rien. Il décide alors de vérifier si elle a des blessures internes, et finit par découvrir une masse dans son estomac. Ce n'est pas un bébé, mais une pierre de mana. Il lui demande ce que c'est, et elle lui répond que c'est une pierre explosive qu'elle a avalée par accident. Zénos lui demande si quelqu'un a essayé de l'empoisonner, mais elle nie et explique qu'elle l'a avalée par erreur en mangeant des boulettes de riz. Zénos se retourne et lui dit d'attendre un peu, qu'elle finira par l'évacuer elle-même. Mais Lo l'arrête en disant qu'elle l'a malencontreusement mâché un peu, ce qui rend la pierre très instable, si elle bouge ne serait-ce qu'un peu, elle pourrait exploser. Les orques l'entourent immédiatement en affirmant qu'ils mourront avec elle, mais ne la quitteront pas. Zénos ne s'émeut pas de ce mélodrame et veut partir, mais Lo lui dit qu'elle possède un énorme trésor caché dans un coffre, et qu'elle veut le lui offrir. Zénos pense qu'elle plaisante, mais elle lui lance une clé en or en lui disant qu'il peut ouvrir le trésor avec.
Zénos lui demande pourquoi elle fait ça, et Lo répond qu'elle a entendu dire qu'il demande toujours un prix juste, mais qu'il ne fait jamais payer les enfants. Elle a beaucoup aimé ça chez lui et veut qu'il continue à faire le bien autour de lui. Zénos soupire et décide de régler le problème. Il s'approche d'elle, sort son scalpel magique et lui ouvre l'estomac. Les orques sont horrifiés et veulent l'attaquer, mais avant qu'il ne puisse l'encercler, il retire la pierre de mana et referme la plaie aussitôt. Lo est choquée, elle n'avait jamais vu ça auparavant, mais elle le prévient de jeter la pierre avant qu'elle n'explose. Zénos ne bronche même pas et serre la pierre entre ses poings. Elle explose violemment. Une fois la poussière retombée, Lo est abasourdi de voir qu'il n'a même pas une égratignure. Il se dépoussière tranquillement, lui jette la clé en or et s'en va. Lo l'arrête et lui demande pourquoi il l'a soigné alors qu'il aurait pu garder tout l'argent pour lui. Zénos répond qu'il demande un prix juste, et ce qu'elle lui offrait était bien trop pour une simple opération. Depuis ce jour, les chefs des 3 factions commencent à lui rendre visite régulièrement, même sans raison particulière. Zénos pense simplement qu'ils n'ont rien à faire, mais Lily soupçonne qu'ils sont amoureux de lui. Cela est confirmé par Carmilla, qui affirme que les 3 chefs sont complètement fous de lui et qu'ils vont bientôt se faire la guerre pour lui. Zénos ignore tout cela, affirmant qu'il n'est qu'un simple guérisseur sans importance. Mais les paroles de Carmilla se révèlent exactes lorsqu'un jour, les 3 chefs viennent lui rendre visite l'un après l'autre, chacun apportant des cadeaux et de la nourriture, tout en annonçant qu'ils vont se faire la guerre le lendemain. Le matin suivant, les 3 factions se réunissent sur le champ de bataille, leurs soldats discutant entre eux pendant qu'ils se préparent à désigner une bonne fois pour toutes le roi incontesté du monde souterrain. Mais avant que le combat ne commence, Zénos et Lily arrivent au stade. Plutôt que d'arrêter la bataille, le médecin souterrain leur dit de se défouler une bonne fois pour toutes. Sur ces mots, Zofia tente de porter le premier coup en sortant ses dagues et en attaquant Linga, mais la poilue esquive l'attaque. L'orque décide de se joindre au combat et saute sur Zofia, qui esquive à nouveau. C'est alors que tout part en vrille, toutes les factions commencent à se battre violemment, se frappant et se tailladant comme dans un combat à mort. Les chefs eux-mêmes s'affrontent avec l'intention de tuer. Lily est très troublée par ce qu'elle voit, mais la situation devient étrange, ils continuent à se battre toute la journée, mais pour une raison inconnue, personne ne meurt ni n'abandonne, et toutes leurs blessures guérissent comme par magie. Finalement, les chefs comprennent que Zénos est en train de les soigner tous en même temps. Il leur dit qu'il s'en fiche de combien de temps ils comptent se battre, après tout, il reste ses patients. Alors il continue de les soigner. À ce moment-là, les chefs commencent à rire en réalisant à quel point c'était stupide. Ils décident alors de former une trêve et de gouverner le monde souterrain ensemble, en paix. Lily semble vraiment heureuse de cette décision, tandis que Zénos déclare qu'il va leur faire payer cher, car soigner autant de personnes en même temps est un travail très difficile. Le lendemain, le commandant de la division du royaume de Ars convoque le vice-commandant Krishna après avoir entendu des rumeurs inquiétantes concernant un conflit territorial entre les semi-humains vivant dans les bas quartiers. Bien qu'il s'agisse d'un différend vieux de plusieurs années que tout le monde connaît bien, le royaume ne peut plus se permettre de le laisser évoluer librement. En effet, Ars a prospéré grâce à son système de hiérarchie stricte, avec la royauté au sommet. Les citoyens déversent leur frustration sur les pauvres, qui, à leur tour, se retournent les uns contre les autres. C'est ce cycle qui permet de maintenir l'équilibre de cette société. Selon le commandant, ce qui l'inquiète le plus, c'est la possibilité que les pauvres s'unissent, car cela représenterait une menace directe pour l'aristocratie, la classe dirigeante. Le roi est vu comme un soleil par son peuple, et il est du devoir de l'ordre des chevaliers de protéger la capitale où réside le souverain. Krishna ne comprend pas d'où le commandant tire l'idée qu'il existe un médiateur entre les factions, car elles se détestent depuis toujours et ne s'uniront jamais. Il n'existe, selon lui, aucun être capable de s'interposer entre la tornade, le tyran et le colosse. Le commandant est d'accord avec lui, mais cela contredit les rumeurs qu'il a entendues. Apparemment, un véritable médiateur serait apparu au sein des gangs, parvenant à apaiser le conflit entre les 3 groupes, au point de faire planer la menace d'une possible alliance. Que cela soit une simple histoire mal racontée ou non, l'armée ne peut pas se permettre d'ignorer cette information. C'est donc la mission de Krishna, la rose de fer, d'arrêter ce rebelle qui menace d'unir les pauvres contre la classe dirigeante. Quelques jours passent, lorsque Zofia et son frère rendent visite à la clinique de Zénos une fois de plus pour se faire soigner. Linga et Lo sont également là, en train de se détendre, pendant que Zénos demande à Zofia comment elle s'est blessée cette fois. Zofia affirme qu'elle est une voleuse qui cible les nobles très riches pour leur voler de l'argent, qu'elle redistribue ensuite aux pauvres des quartiers défavorisés. Et hier, pendant une de ses actions, elle s'est retrouvée face aux gardes royaux et a été blessée. Son frère affirme que son cas est différent, une femme folle surnommée la Rose de Fer l'a attrapée en pleine rue et a commencé à lui tirer dessus comme une vraie folle. Carmilla sourit et dit à Zénos qu'elle a le sentiment que cette fameuse Rose de Fer va bientôt lui rendre visite, car il a réussi à unir les 3 factions en guerre pour la première fois depuis des années, et ça pourrait représenter une menace pour les nobles. Zénos dit qu'il ne veut pas s'occuper de tout ça et s'assoit pour manger le festin que Lily a préparé pour eux tous. Mais les paroles de Carmilla s'avèrent vraies, car la femme connue sous le nom de la Rose de Fer est déjà entrée dans les quartiers pauvres,
Choqués de voir la paix régner, les furies jouent aux cartes avec les hommes lézards, tandis que les ors et les furies plaisantent et rient ensemble. Elle aperçoit un homme lézard assis tranquillement en train de boire une bière, alors elle s'approche de lui en disant que ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue dans les bas quartiers, et que les choses semblent avoir beaucoup changé. L'homme lézard la regarde et dit que maintenant qu'ils se connaissent tous, ils ont réalisé qu'ils étaient pareils, donc il n'y a plus de raison de se battre. La femme lui demande qui est le médiateur qui a mis fin à la guerre, mais l'homme lézard répond que le médiateur préfère rester discret, donc il ne dira pas son nom. À ces mots, la femme folle l'attrape par le col et lui enfonce son arme dans le ventre, le menaçant de tirer. Mais il refuse toujours de révéler l'identité de Zénos et parvient à crier à l'aide. Heureusement, Zofia et son frère passaient par là, ce qui force la femme à s'enfuir. Mais elle remarque que les blessures aux mains de Zofia semblent déjà guéries. Elle traverse la ville et finit par tomber sur la clinique de Zénos tard dans la nuit. Elle entre dans la pièce en lui demandant des indications pour rejoindre la ville, mais au moment où il essaie de l'aider, elle sort immédiatement son arme et tire une grenade fumigène sur lui, tandis que Lily regarde la scène, horrifiée, se demandant ce qui va se passer maintenant. Krishna mentionne qu'elle ne s'attendait pas à tomber sur une autre cible dans un endroit pareil, en parlant de Lily. Celle-ci tente de s'approcher de Zénos, inquiète pour lui, mais une nuée toxique l'en empêche. Krishna explique alors qu'elle travaille sur une affaire bien plus importante, une enquête sur des enlèvements d'enfants. Étant donné que Lily est une elfe et Zénos un humain, elle conclut qu'ils ne peuvent pas être de la même famille. Elle se réjouit donc de l'avoir retrouvé, et souligne que c'était très malin de sa part de s'installer dans un endroit aussi reculé. Lily lui répond qu'elle se trompe, car Zénos l'a recueillie après l'avoir sauvée ici même. Krishna réalise alors qu'elle s'est précipitée dans son jugement et s'excuse. Elle explique que ce qu'elle a lancé était un projectile conçu pour neutraliser des suspects. Bien qu'il ne soit pas mortel, il peut mettre un certain temps à se dissiper. Elle affirme être perfectionniste dans son travail, mais admet que son impulsivité est son principal défaut. Zénos lui rappelle pourtant qu'elle avait affirmé auparavant que son seul défaut était son mauvais sens de l'orientation, prouvant ainsi qu'il se porte bien. Krishna s'excuse à nouveau, soulagé, mais curieuse de savoir comment il a pu se protéger. Zénos explique qu'il a utilisé un peu de magie défensive. Krishna s'étonne, car sa magie ne devrait pas pouvoir être bloquée par ce type de protection, mais Zénos insiste, ce n'était que de la magie défensive classique. Krishna s'approche pour l'inspecter de plus près et constate qu'il n'a aucune blessure, ce qui ne fait qu'alimenter son trouble. Elle admet qu'il s'est passé plusieurs choses inexplicables aujourd'hui. Zénos, de son côté, résume l'inexplicable à s'être fait tirer dessus par une inconnue à cause d'un malentendu. Elle lui demande alors s'il est un grand mage, entièrement dévoué à la magie défensive depuis l'enfance, à tel point qu'il aurait mérité un surnom glorieux. Il nie et critique le mauvais goût de ses surnoms. Krishna répond que son défaut est d'être nul pour nommer les choses, elle en est à 3 échecs déjà. Elle ajoute que c'est la seule explication logique à sa défense, après tout, personne ne peut tromper la vice-générale Krishna de l'ordre royal des chevaliers. En apprenant son identité, Zénos et Lily échangent un regard surpris. Krishna demande alors à Zénos de l'aider dans son enquête. Pendant ce temps, Carmilla, invisible dans les airs, observe la scène et retient un fou rire devant la situation embarrassante. Zénos, soulagé d'avoir installé un sort de protection pour éviter les intrusions, espère qu'aucun autre invité ne viendra pendant que Krishna est là. Assise à une table, Krishna lui révèle qu'elle est ici pour une mission secrète, retrouver et capturer un individu. Zénos est surpris qu'elle partage cette information aussi librement, mais elle précise que c'est pour faciliter leur coopération. Il lui rappelle qu'il n'a pas encore accepté de l'aider, mais Krishna lui répond que tout citoyen a le devoir de coopérer avec l'ordre. Lorsqu'il lui demande qui elle recherche, elle répond qu'il s'agit du médiateur, celui qui a mis fin au conflit entre les factions. Zénos, surpris, recrache son thé, mais fait comme si de rien n'était, bien qu'il sente la présence silencieuse de Carmilla dans son dos. Krishna explique qu'en tant que membre de l'ordre, elle ne peut ignorer l'existence d'une personne possédant un tel pouvoir. Même sous la menace, les semi-humains n'ont rien voulu dire, ce qui la pousse à croire que le médiateur a un don pour manipuler les autres, peut-être même qu'il est un serviteur du démon. Zénos tente de défendre le médiateur, disant qu'il veut sûrement juste rester discret. Il précise aussi qu'il ne sait pas qui il est. Krishna lui rétorque qu'une personne capable d'unir des factions ennemies pourrait, à long terme, représenter un danger pour la nation. Cette fois, c'est Lily qui prend la défense du médiateur, selon elle, il ne veut qu'une chose, que les gens puissent guérir leurs blessures. Krishna lui demande si elle le connaît. Gênée, Lily nie, mais son malaise trahit qu'elle ment très mal. Malgré tout, Krishna, un peu crédule, se convainc qu'ils ne savent rien. Zénos lui suggère alors qu'il serait temps qu'elle reparte, et propose de la guider jusqu'à la ville. Mais juste avant de partir, Krishna remarque qu'il y a un lit en bas. Elle demande pourquoi. Zénos improvise une excuse, c'est un lit de rechange qu'il comptait jeter. Krishna lui demande alors si elle peut y dormir, n'ayant pas encore trouvé de base d'opération. Comme l'endroit est proche des faubourgs, il est parfait pour ne pas attirer l'attention. Elle ajoute qu'elle le paiera pour ça. Ne pouvant refuser, Zénos accepte. Et ainsi,
Les trois se retrouvent à prendre le thé ensemble. Sauf que cette fois, l'attitude de Lily a bien changé. Elle n'est plus aussi accueillante, une autre femme vient d'emménager, et ce n'est pas pour lui plaire. Krishna ne remarque rien et se contente de souffrir en silence à cause de la chaleur de son thé. Sa seule faiblesse, affirme-t-elle, est sa sensibilité aux aliments chauds, car, selon elle, une véritable chevalière ne peut avoir qu'un seul défaut. Zénos, de son côté, la contredit en disant qu'elle en a pourtant bien d'autres, mais elle insiste, elle se doit d'être irréprochable. À ce moment-là, Lily fait une moue boudeuse, puis sans prévenir, vient s'asseoir sur les genoux de Zénos en lui demandant des câlins. Un peu confus, il s'exécute sans comprendre ses véritables intentions. Lily en profite pour lancer un regard triomphant à Krishna, qui reste impassible, concentré sur son thé brûlant. Carmilla, toujours invisible, se rapproche de Zénos pour lui dire que Lily est jalouse. Ce dernier ne comprend pas pourquoi, alors elle lui explique, Lily cherche à montrer à sa rivale qu'elle est en position de force, et qu'elle n'acceptera pas si facilement cette femme hautaine qui l'a attaquée avec une arme magique. Alors que Carmilla se réjouit du duel qui semble naître entre les deux jeunes femmes, Zénos, lui, reste imperturbable. Il ne prend pas ce genre de choses au sérieux et se contente de suivre le jeu de Lily, qui tente tour à tour différentes tactiques pour attirer son attention. Comme Krishna ne réagit toujours pas, Lily pousse le jeu jusqu'à dire à Zénos qu'elle ne le laissera pas dormir de la nuit. Mais à peine a-t-elle prononcé ces mots qu'elle s'endort profondément. Zénos la porte jusqu'à son lit, puis retourne discuter avec Krishna. Cette dernière se souvient alors que Lily avait mentionné appartenir à une caravane de marchands d'esclaves. Elle demande à Zénos s'il se souvient du nom de l'ancien maître de Lily. Krishna demande ensuite à Zénos s'il est un mage ayant perfectionné la magie défensive. Il nie, et elle l'interroge alors sur la possibilité de régénérer complètement un bras. Il répond que cela serait impossible à moins d'être un saint ou un guérisseur légendaire. Krishna mentionne que, lors d'un combat contre Zofia, dite le cyclone, son bras avait été gravement blessé, mais qu'il semble aujourd'hui intact. Elle en conclut que si quelqu'un est capable de soigner des blessures aussi graves, alors cette personne détient un pouvoir exceptionnel. Mais elle laisse cela de côté pour dire qu'elle commencera son enquête dès demain, bien décidée à arrêter le mal incarné, le médiateur. Zénos ignore les titres farfelus qu'elle lui donne et lui demande pourquoi elle déteste tant les quartiers pauvres. Krishna se confie alors, c'est dans ces quartiers qu'un jour, sa mère, une femme d'une grande bonté, a été assassinée. Elle venait régulièrement y distribuer de la nourriture, jusqu'à ce qu'un jour, elle n'en ressorte que comme un cadavre. On l'a tuée pour lui voler son alliance. Elle avait sauvé tant de vies, mais personne n'a pu sauver la sienne. C'est cette tragédie qui a poussé Krishna à devenir une héroïne. Elle a atteint l'excellence très jeune et est devenue la plus jeune vice-générale de l'histoire. On la surnomme la Rose de Fer en raison de sa volonté inébranlable, et aussi parce qu'elle n'a plus jamais souri depuis la mort de sa mère, son visage est devenu comme un masque de fer. Le lendemain, Zénos accueille Zofia avec calme, bien qu'il se rappelle que Krishna lui a promis de revenir le soir même. Carmilla lui conseille de ne pas trop se préoccuper de cette histoire, arguant qu'en 3 siècles, elle a vu toutes les directions qu'une vie peut prendre. Ces paroles apaisent Zénos, qui la remercie. Un peu plus tard, il dit vouloir faire une pause, mais Zofia tente d'en apprendre plus sur cette mystérieuse chevalière. Avant qu'il puisse répondre, Krishna entre par la porte. En un instant, elle et Zofia se toisent, prêtes à en découdre. Lily, paniquée, tente de désamorcer la situation en disant que Zofia s'est perdue. Krishna en conclut qu'elle a sûrement un mauvais sens de l'orientation, ce qui est ironique, venant d'elle. Zofia confirme, mais Krishna commence alors à l'interroger sur son bras. Sans même attendre de réponse, elle déduit que c'est l'œuvre du médiateur, ce même homme qu'elle accuse de réunir des criminels et de menacer la paix publique. Zofia rétorque qu'il y a des criminels dans toutes les couches sociales. Même l'ordre, chargé d'enquêter sur l'enlèvement d'enfants, est dirigé par un aristocrate. Les quartiers pauvres ne sont qu'un camouflage, c'est là que tout le monde opère pour passer inaperçu. Elle n'est donc pas surprise que Krishna ne la croie pas. Krishna, visiblement étonné, confesse qu'elle n'avait jamais entendu parler de tout cela. Elle demande alors à Zofia qui elle pense être le véritable chef. Sans hésiter, Zofia répond, Kalandor. Krishna éclate de rire, pour elle, c'est absurde. Kalandor est un philanthrope, un homme connu pour offrir une éducation gratuite aux orphelins. Le voir comme un criminel lui paraît impensable. Mais Zofia, toujours calme, lui répond qu'elle est bien trop naïve et facilement dupée. Elle reproche à Krishna de ne s'attarder que sur les apparences, contrairement au médiateur, qui n'a jamais jugé personne selon son statut ou son apparence. Il n'a toujours fait qu'aider ceux qui avaient besoin d'aide. Et même si ça lui coûte de l'admettre, Zofia sait qu'il serait prêt à sauver Krishna elle aussi, si jamais elle était en danger. Elle critique ensuite la vision biaisée de Krishna, qui ne voit que le mal dans les quartiers pauvres, au point que sa notion de justice en devient une mauvaise blague. C'est à ce moment-là que Zénos comprend que la situation va dégénérer et s'interpose. Il refuse la demande de Krishna de s'écarter, car Zofia est l'une de ses patientes. Sans donner plus d'explications, il lui révèle alors la vérité, il est le médiateur. Krishna refuse d'y croire. Le médiateur qu'elle cherche est censé être un expert en magie curative,
alors que Zénos est connu pour la magie défensive, maîtriser les deux serait tout simplement impossible. Mais Zénos lui explique qu'il n'est expert en rien. Il ajoute que les deux types de magie visent à améliorer les capacités naturelles du corps, et qu'elles ne sont pas si différentes que ça. Un raisonnement qu'elle n'avait jamais entendu dans ses cours, mais qui, malgré tout, l'a fait réfléchir. Elle finit par admettre que Zénos est bien du côté des semi-humains, et qu'il est le médiateur. C'est justement pour cette raison qu'elle décide de partir s'installer ailleurs. Zénos tente de la retenir, mais elle s'en va sans se retourner. Lily remarque alors que Krishna ne s'est pas dirigé vers les quartiers pauvres, mais dans la direction opposée. En réalité, Krishna ne s'est pas perdu, elle va directement confronter Lord Callandor. Elle arrive à sa résidence et lui explique vouloir renforcer la sécurité dans la région. Pour cela, elle souhaite inspecter sa demeure. Callandor accepte sans résistance. Pendant l'inspection, Krishna garde en tête ce que Zofia lui a dit à propos de lui. Mais plus le temps passe, plus elle se dit qu'elle est probablement en train de perdre son temps. Avant de partir, elle demande à utiliser les toilettes. En chemin, elle réfléchit à certains détails qu'elle a observés. Callandor fait partie de la noblesse moyenne, et pourtant, sa résidence est anormalement sécurisée. De plus, l'entrée arrière est bien plus protégée que l'entrée principale. En sortant, elle remarque un trou révélant un sous-sol. En s'y aventurant, elle découvre un enfant enfermé, les yeux bandés. Alors qu'elle tente de le rassurer, Callandor la prend par surprise et lui tire dessus avec une arme magique d'une puissance effrayante. Grièvement blessée, elle ne peut riposter. Elle regrette alors de ne pas avoir été plus forte. Mais juste avant que Callandor ne l'achève, Zofia et Zénos surgissent de nulle part. Callandor, sûr de sa supériorité, les menace. Lorsqu'il ne recule pas, il tire directement sur le visage de Zénos. Mais lorsque la poussière retombe, Zénos est intact. Sans se presser, il s'avance. Les balles ne lui font rien. Callandor tente de fuir, trébuche, laisse tomber son arme. Zénos la ramasse et lui dit froidement qu'on ne tire pas sur quelqu'un si on n'est pas prêt à se faire tirer dessus. Ignorant ses supplications, Zénos lui tire dans le front. Il rassure ensuite Krishna, Callandor n'est pas mort, car l'arme était équipée d'un limiteur. Il se penche alors vers Krishna pour examiner ses blessures, elle a perdu son bras gauche, une partie de son torse et plusieurs organes. Tandis qu'il commence à la soigner, il lui demande de ne pas paniquer quand elle verra la facture. Mais Krishna, elle, commence à le voir autrement, comme un héros. Zénos refuse ce titre. Pour lui, il n'est qu'un guérisseur clandestin, avec une clinique en ruine, qui fait juste ce qu'il peut pour survivre. Krishna prend alors en charge les enfants, et en les voyant, comprend mieux sa mère, elle qui souriait toujours en s'occupant des enfants des quartiers pauvres. Une fois l'affaire close, Krishna demande à Zénos pourquoi il l'a sauvée. Il lui répond simplement, pour l'argent. Si tu étais morte, tu n'aurais pas pu me payer ce que tu me dois. Cette réponse sèche la fait éclater de rire. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Zofia, moqueuse, lui dit qu'elle ne sait pas encore bien le faire. Krishna admet alors que ce sourire maladroit n'est qu'un défaut parmi tant d'autres. Quelque temps plus tard, alors qu'il marche dans les rues, il se remémore une partie de son enfance tragique, lorsqu'il se trouvait seul dans une ruelle des bas quartiers. Il fut alors trouvé par Aston, qui l'invita à partir à l'aventure avec son groupe, puisque s'il n'avait rien de mieux à faire, autant les rejoindre. Zénos répondit qu'il pensait que les pauvres ne pouvaient pas devenir aventuriers. Aston lui expliqua que, certes, c'est souvent le cas, mais que la motivation et les compétences comptaient plus que le statut social. Il lui demanda ensuite ce qu'il savait faire. Zénos répondit qu'il connaissait un peu la magie de soin. Aston se mit à rire, disant que les pauvres n'avaient pas les moyens d'apprendre ce genre de magie. Malgré tout, il l'invita à rejoindre son groupe, affirmant qu'il avait besoin d'un esclave de toute façon. Plus tard, au cours de leurs aventures, alors qu'ils affrontaient un loup, Zénos s'occupait de soigner leurs blessures et d'améliorer leurs statistiques, bien que Aston ne s'en soit jamais rendu compte. C'est pourquoi il décida qu'il était temps de se débarrasser de quelqu'un d'inutile. De nos jours, on voit le groupe se diriger vers un donjon, en se plaignant de la distance, bien que le nettoyer puisse leur rapporter beaucoup de points auprès de l'un des 7 grands nobles. Le problème, c'est que ce groupe ne pense qu'à boire et faire la fête, et non à devenir plus fort. Ils sont trop confiants, car leur réputation repose sur le fait qu'ils battent des bêtes magiques sans jamais être blessés. Lorsqu'ils tombent sur une meute de renards de feu, ils se préparent à les tuer pour rapporter les peaux à leur fennel. Mais le mage chargé de la défense est inutile comparé à Zénos, et les flammes des renards brûlent le bras de Aston. Le groupe est rapidement mis en très mauvais état et décide de battre en retraite. À la sortie de la grotte, Aston réprimande son groupe, leur demandant comment ils peuvent échouer contre de simples bêtes magiques de rambée. L'un des membres lui fait remarquer qu'il n'a pas fait grand-chose non plus, tandis qu'un autre suggère que Zénos les avait peut-être toujours soignés en secret. Aston trouve cela impossible, mais se dit qu'il devrait peut-être engager un véritable guérisseur, pas un bon à rien comme Zénos. Il retourne donc dans la grotte, cette fois accompagné d'une guérisseuse de la capitale nommée Humain. Elle les avertit de ne pas s'attendre à des miracles, car elle a à peine obtenu sa licence d'aventurière. Elle ne comprend pas comment les célèbres Golden Phoenix,
réputées pour sortir indemnes de leur combat, ont désormais besoin d'une guérisseuse de rang moyen comme elle. Aston lui dit que certaines choses se sont passées. Un autre membre demande si leur camarade va s'en sortir. Elle répond qu'il va guérir, mais devra probablement renoncer à sa carrière d'aventurier. Aston réagit en disant que cela prouve qu'il n'était pas au niveau du groupe Golden Phoenix. Puis il explique au groupe comment ils doivent s'organiser, avant de s'enfoncer à nouveau dans le donjon. Il a besoin de la peau des renards pour que l'orphelin puisse offrir un cadeau d'anniversaire à sa fille, et il ne veut pas rater l'occasion de gagner la faveur de l'un des plus grands nobles. Mais à peine entrés, les renards ignés attaquent rapidement. Le gros du groupe active une magie défensive, tandis que Aston se demande pourquoi il n'arrive pas à toucher les renards, se sentant beaucoup plus lent. Une boule de feu touche alors le mage, qu'Humain soigne rapidement. Elle les avertit que s'ils ne quittent pas les lieux, leurs compagnons pourraient mourir. Frustré, Aston décide de se retirer. Une fois dehors, il réprimande le responsable de la défense pour son mauvais travail. Humain lui fait savoir que la défense était active tout le temps, sans cela, le mage serait mort sur le coup. Aston se plaint que la magie défensive ne sert à rien si elle laisse passer autant de dégâts. Il ordonne à la guérisseuse de le soigner immédiatement, mais elle lui répond qu'il faut l'emmener à l'hôpital, car seuls les guérisseurs de rang élite, voire les saints, peuvent traiter ce genre de blessures seuls. C'est là qu'Aston commence à comprendre que depuis qu'il a expulsé Zenos, son groupe encaisse des dégâts. Il demande à Humain si quelqu'un sans licence pourrait avoir un niveau de magie de soin équivalent à celui d'un élite. Elle répond qu'elle en doute fortement, tandis que Aston essaie de ne pas croire que l'incompétent les avait aidés tout ce temps. Lord Fennel envoie un message à Aston pour lui dire de déguerpir et de ne plus jamais remettre les pieds chez lui, car son groupe a échoué dans la mission qu'il lui avait confiée. Aston refuse d'obéir et demande au majordome de le laisser parler à Fennel. Mais le majordome lui répond que son maître n'est pas seulement déçu de leur échec, mais aussi du fait qu'il ne l'ait même pas prévenu qu'il ne pourrait pas accomplir la tâche. S'il l'avait su, il aurait pu éviter l'humiliation de ne pas pouvoir offrir un cadeau à sa fille. Aston, désespéré, tente de se justifier en disant qu'il y avait un traître dans leur groupe, un certain Zenos. Mais le majordome lui demande qui est cette personne, ce qui lui rappelle qu'il avait pris soin de cacher l'existence de Zenos pour que personne ne sache qu'ils avaient un pauvre parmi eux. Il décide donc de se taire et de demander pardon, suppliant pour une autre chance. Le majordome accepte finalement, bien qu'il doute fortement que le groupe puisse faire quoi que ce soit d'utile dans leur état actuel, surtout avec aussi peu de membres. Un peu plus tard, Aston dit à son compagnon de ne pas s'inquiéter car ils peuvent encore compter sur leur esclave, en parlant de Zenos, et il est persuadé qu'il meurt d'envie de revenir dans le groupe. Cet homme est complètement à côté de la plaque. Il refuse de croire que Zenos était celui qui les maintenait en vie, mais la vérité est que tout allait bien tant qu'il était là. Il prévoit donc de l'exploiter à nouveau, comme au début, pour regagner leur renommée perdue. Dans une autre scène, alors qu'ils arpentent les bas quartiers à la recherche de Zenos, son compagnon lui demande ce qu'ils feront si Zenos est mort. Aston répond qu'il sait qu'il ne l'est pas, car il avait une pièce en or qu'il lui avait donnée comme preuve de leur lien. Évidemment, cette pièce, il ne l'a plus, et pour le retrouver rapidement, il compte engager les 3 chefs tribales. Il rencontre d'abord Zofia. Aston se présente à elle tout en se disant que cette fille n'est pas mal du tout, et qu'il la prendrait bien dans son harem une fois devenue aristocrate. Mais Zofia le coupe net et lui demande d'aller droit au but. Lorsqu'il lui dit qu'il cherche quelqu'un nommé Zenos, elle éclate de rire, réalisant qu'ils sont les idiots qui ont viré Zenos de leur groupe. Aston, vexé, tente de dégainer son épée, mais change d'avis en constatant qu'il est en infériorité. Zofia lui dit clairement que la personne qu'il cherche a bien mieux à faire que de supporter ces idioties, tout comme elle, d'ailleurs. Aston, furieux, lui demande si elle sait à qui elle parle. Mais avec un regard glacial, elle lui répond que c'est lui qui ne sait pas à qui il parle. Ils vont ensuite voir Loho, qui, en apprenant qu'ils sont les minables qui ont rejeté Zenos, leur demande ce qu'ils veulent encore de lui. Gil essaie de défendre l'honneur de leur groupe, mais Aston lui dit de se taire avant qu'on ne leur colle une raclée. Il rencontre enfin Linga, mais c'est encore pire. Elle leur dit qu'elle ne traite pas avec des cafards. Aston devient agressif, mais en voyant la vitesse de Linga, il préfère serrer les fesses et quitter les lieux. Dans une ruelle des bas quartiers, Aston se demande si les 3 chefs semi-humaines ne seraient pas amoureuses de Zenos. Il imagine qu'ils doivent se tromper de personne, qu'il s'agit peut-être d'un autre Zenos, parce qu'il est impossible que ce misérable ait une telle influence. Mais il oublie qu'elles ont toutes bien dit que c'était eux, les imbéciles, qui l'avaient viré. Par chance ou par miracle, Zenos passe juste devant eux. Sans perdre de temps, ils le rejoignent. Aston, d'un ton hautain, lui dit qu'il est content de voir qu'il est encore en vie. Zenos lui demande ce qu'il fait là, mais Aston essaie de faire de l'humour. Zenos les interrompt pour dire qu'il est trop occupé pour perdre son temps, puis reprend sa route. Aston, désespéré, l'interpelle, il est là pour lui, car il se sent généreux aujourd'hui et veut lui proposer de réintégrer le groupe Golden Phoenix. Très froidement, Zenos lui répond « Je passe ». Aston n'en revient pas, et Zenos lui demande comment il peut être aussi surpris, alors qu'il l'avait maltraité, et même attaqué avec des noix. Ce qui est évident,
c'est que Zénos ne les regrette pas du tout. Aston lui répond que ce n'est pas pour ça qu'il lui parle, il lui propose simplement de revenir. Zénos lui répond que si vraiment il insiste, alors il pourrait peut-être les accompagner, un jour où il serait libre. Mais à une condition, désormais, ils devront le payer pour ses services. Ce sera 50 000 par soin, et le triple pour la magie défensive et la magie de renforcement. Aston, furieux, lui demande pour qui il se prend, il n'a même pas un endroit où tomber mort. Mais à ce moment-là, les gens des bas quartiers s'approchent de Zénos pour le saluer et le remercier, lui demandant qui sont ces étrangers. Lily lui dit que leurs vieux sont un peu bruyants, donc Zénos décide de rentrer chez lui. Aston tente alors une approche plus psychologique pour le convaincre, il lui dit qu'il lui a offert une place dans ce monde, qu'il a pris soin de lui. Mais Zénos s'excuse calmement et lui dit qu'il arrive un peu trop tard. Alors qu'il tourne les talons, Aston, fou de rage, tente de l'attaquer, mais Krishna intervient juste à temps et l'envoie valser d'un coup de feu. Surpris, Zénos demande à Krishna ce qu'elle fait là. Elle lui répond qu'elle était venue le chercher, mais c'est perdu, et heureusement sa mauvaise orientation l'a mené jusqu'à lui. Pendant ce temps, Aston est frustré de voir que Zénos entretient une excellente relation avec la vice-générale des chevaliers. Krishna avertit Aston qu'elle va l'emmener au poste pour agression publique. Aston tente de se justifier en rejetant la faute sur son compagnon, puis s'enfuit en courant. Un peu plus tard, à la clinique, les filles racontent à Zénos ce qui s'est passé. Zofia lui dit qu'elle avait un mauvais pressentiment au sujet de ces types, donc elle avait demandé à ses hommes de les surveiller. Les deux autres chefs avaient fait pareil, même si leurs hommes les avaient perdus de vue au final. Elles espèrent qu'ils sont déjà partis, car s'ils avaient creusé un peu plus, ils auraient pu entrer en contact avec la guilde clandestine, un groupe mêlé à des activités illégales. Mais elle précise clairement qu'elle-même ne se risquerait jamais à s'en prendre à cette guilde, car elle accepte n'importe quelle mission contre paiement, trafic de drogue, élimination, vengeance sur contrat. Zénos leur fait remarquer qu'il faut une somme colossale pour pouvoir les engager. Carmilla ajoute que les finances de ce gars-là ne doivent pas être brillantes s'il a dû venir le chercher en personne. Mais Zofia est un peu préoccupée, elle a entendu parler d'un individu qui acceptait des contrats selon certaines conditions, parfois même gratuitement. Et cet homme se faisait appeler le guide. Un peu plus tard dans la soirée, Lily, inquiète de voir que Zénos ne dort toujours pas, lui prépare une tasse de thé et lui caresse la tête, comme il le fait avec elle quand elle a du mal à dormir. Mais très vite, c'est elle qui s'endort, et Zénos la porte pour l'installer dans son lit. Carmilla prend alors le relais pour lui tenir compagnie et lui demande si sa rencontre avec ses anciens camarades l'a empêché de dormir. Zénos lui retourne la question en lui demandant si elle aussi s'inquiète pour lui, mais Carmilla, un peu embarrassée, répond que non, qu'il n'y a juste pas grand-chose à faire la nuit et qu'elle avait envie de discuter. Zénos la remercie, puis finit par lui confier qu'il avait presque oublié son ancien groupe, mais que cette journée a ravivé des souvenirs, au point de regretter de ne pas les avoir frappés. En réalité, il pensait à un passé encore plus lointain. Carmilla lui rappelle qu'il avait dit un jour avoir appris la magie de soins dans les bas quartiers et lui demande de lui en parler. Zénos explique qu'il l'a apprise en tentant de ressusciter un cadavre. Carmilla lui répond que c'est de la magie interdite, mais Zénos, encore enfant à l'époque, ne le savait pas, et s'était fait gronder par son maître. Carmilla lui parle alors d'un autre type de magie, pas identique mais proche, la création de vie artificielle, une ancienne magie utilisée pour créer des golems. Elle explique qu'on utilisait une pierre magique comme cœur, ainsi que du charbon et du soufre pour donner naissance à des êtres infatigables, sans peur, qui travaillaient jusqu'à accomplir leurs tâches. Zénos lui demande ce qu'elle faisait, elle, il y a 300 ans, mais Carmilla élude la question. À ce moment-là, un immense bruit retentit. Carmilla se penche pour voir ce qu'il se passe dehors et reste figée, les bas quartiers sont en train d'être ravagés par un énorme golem. Bien que, avant que tout cela n'arrive, nous voyons comment Aston a réussi à retrouver le guide, qui lui demande ses motivations de vengeance. Mais comme Aston refuse de lui raconter, le guide décide de partir. Cependant, frustré, Aston lui révèle tout, et le guide est un peu surpris de voir que, plus qu'une vengeance, il ne fait que libérer ses frustrations. Malgré cela, il accepte de collaborer avec lui, car il a quelque chose sur quoi il travaille depuis longtemps, et Aston lui a donné l'excuse parfaite pour le tester. Maintenant, revenons au désastre. Les citoyens des banlieues fuient, désavantagés, pendant que le golem ravage tout sur son passage et s'approche. Zénos est surpris de voir un golem en personne. À ce moment-là, Carmilla l'avertit que ça ne sert à rien, surprenant Zénos en voyant qu'elle peut sortir de la maison, bien qu'elle lui fasse savoir qu'elle n'est sortie que par curiosité, pour voir une relique comme celle-ci détruire les banlieues. Juste à ce moment, le reste des filles rejoint Zénos pour lui demander de soigner leurs hommes, car beaucoup d'entre eux sont gravement blessés. Elles lui disent qu'elles n'avaient jamais vu une chose pareille, et il leur explique que c'est une forme de vie artificielle datant de nombreuses années, une magie qui aurait dû disparaître. Zénos est alors averti par l'un de ses hommes que cette chose vient des profondeurs des bas quartiers. Zénos pense que cela pourrait être l'œuvre de la guilde clandestine, mais ils n'ont pas le temps pour le moment, alors il demande aux filles de réunir tous les blessés au même endroit. Pendant ce temps,
De son côté, le guide observe de loin la merveilleuse destruction causée par son golem. Cependant, il se plaint un peu, car comme il s'y attendait, il n'est pas très agile, donc il devra l'améliorer, mais pour sa fonction principale, il fonctionne plutôt bien. De leur côté, nous voyons les citoyens aider ceux en difficulté et se réfugier dans un endroit sûr, tandis que Zénos demande à Carmilla de s'éloigner, car la magie de guérison est son point faible. En utilisant une grande guérison, il soigne une grande partie des blessés, mais il est très en colère pour 3 raisons. Premièrement, il n'a pas pu dormir, deuxièmement, rien ne garantit que les gens le paient, et troisièmement, le responsable de tout ce désastre devra payer très cher. Pendant ce temps, le guide, de loin, observe Zénos, surpris de voir qu'il est un grand guérisseur, bien meilleur que les élites, ce qui l'enthousiasme encore plus, car cela dépasse ses attentes. Même s'il guérit les gens, il ne pourra rien faire s'il n'arrête pas le golem. Le guide admet que Zénos a remporté la première manche, mais il attend avec impatience les résultats de la deuxième. Les filles informent Zénos qu'elles n'ont pas trouvé d'autres blessés, et lui, plus soulagé, les félicite pour leur excellent travail. Cependant, il se lamente, car ce monstre continue de tout détruire et il espère qu'à un moment donné, il se lassera et rentrera chez lui. Mais Carmilla lui fait savoir que les golems ne s'arrêtent pas tant qu'ils n'ont pas accompli leur objectif, et elle suppose que sa mission est de détruire les bas quartiers. Zénos se lamente de ce calvaire, tandis que Carmilla se demande comment diable ils ont pu obtenir une pierre magique d'une telle pureté pour invoquer ce golem, car ces pierres ne se trouvent qu'au sud, près du château du roi démon. De plus, cette magie aurait dû disparaître, et le simple fait de réunir les autres ingrédients est assez compliqué. Cependant, Zénos lui dit que spéculer sur la provenance de cette chose ne sert à rien, et que le mieux est d'aller vaincre ce monstre. Les filles lui disent qu'elles vont l'accompagner, tandis que Carmilla est surprise d'entendre la déclaration de Zénos, mais elle lui explique que s'il veut détruire cette chose, il doit détruire la pierre magique qui sert de cœur, c'est-à-dire le noyau du monstre, sinon il continuera à se régénérer encore et encore. Zénos se lamente, car s'il détruit la pierre, il ne pourra pas la vendre. Zénos est tout un homme d'affaires et demande aux filles de charger contre le golem, car il se chargera de les guérir. Les filles, confiantes, se lancent contre le golem et sont surprises par les améliorations de Zénos, elles acquièrent une force et une agilité impressionnantes. Mais à un moment donné, Linga est projetée en l'air d'un seul coup et est surprise de voir qu'elle n'est pas morte, comprenant que cela doit être grâce à Zénos, qui, de son côté, s'occupe d'appliquer les sorts appropriés au bon moment, car la guérison, le renforcement et la force s'activent différemment, et il doit les activer au moment précis. En comprenant le rythme de régénération du monstre, il demande aux filles de détruire ses jambes. Lorsqu'elles le font, elles commentent qu'elles n'auraient jamais imaginé un jour se battre côte à côte toutes les trois, et elles savent que tout cela est grâce à Zénos. Le problème, c'est que lorsque le golem tombe, il s'effondre en direction d'une petite fille qui était cachée. Zénos, désespéré, court vers elle, mais il est incapable d'activer la magie défensive s'il n'atteint pas la fille à temps. Soudain, le golem s'arrête, et nous voyons le guide commenter qu'il a, de manière surprenante, remporté la deuxième manche. Il mentionne qu'il y a beaucoup de choses à perfectionner, puis il s'en va. De son côté, Carmilla dit à Zénos qu'il est surprenant que ce golem ait combattu plus férocement lorsqu'il était contre lui, car ces créatures ne suivent que des ordres simples. Mais lorsque Zénos finit d'analyser le golem, il se rend compte que dans sa poitrine gauche se trouve Aston, servant de noyau. Le guide remarque que Zénos a découvert sa magie, car avec une pierre magique imparfaite, la meilleure option était de la combiner avec un humain vivant, et c'est ce qu'il a fait. Le problème, c'est que les humains se laissent guider par leurs émotions, mais un idiot avec une haine intense est le sujet idéal pour une expérience. Maintenant, ce golem et Aston ne font qu'un, ce qui pousse le guide à se demander comment il va mettre fin à cette bataille. Zénos a guéri d'innombrables personnes, mais maintenant, il devra tuer le compagnon qu'il a sorti des bas quartiers. Mais à ce moment-là, nous voyons Zénos demander aux filles de partir. Elles refusent, car si ce monstre se régénère, ce sera un gros problème. Zénos leur dit qu'elles ont raison, mais vu la situation actuelle, c'est à lui de mettre fin à ce monstre. Les filles, respectant sa décision, décident de partir, tout comme Carmilla, qui prend comme excuse que l'aube approche. Lorsqu'ils s'en vont, Aston se lève, et Zénos mentionne que tout a commencé lorsqu'il l'a sorti des bas quartiers, car il était très rare que quelqu'un d'aussi obstiné, détestable et égoïste sauve un petit enfant des bas quartiers. Cependant, il a ensuite entendu de l'un de ses compagnons qu'il était obsédé par l'argent et le pouvoir, car sa petite sœur était morte faute de pouvoir payer ses médicaments. La petite fille que le golem n'a pas attaquée lui a rappelé sa sœur, et c'est pour cette raison qu'elle est sortie indemne. Il pense qu'il reste peut-être encore de l'humanité dans cette chose, mais il y a aussi une haine pure. Il commente qu'il se sent peut-être frustré, car lui a trouvé un autre foyer après l'avoir abandonné, et il lui a semblé étrange qu'il sache qu'il n'avait nulle part où aller auparavant, mais maintenant il comprend qu'Aston n'avait pas non plus d'endroit où retourner. Aston, en l'entendant, s'énerve et se jette sur lui, tandis que Zénos utilise son scalpel magique pour ouvrir une brèche dans l'armure du golem. Une fois celui-ci à terre,
il dit à Aston que ce sera peut-être la dernière fois qu'il verra son visage, car il est temps de mettre fin à son aventure. De son côté, le guide est surpris de voir que Zénos l'a éliminé, car il pensait que cela lui coûterait plus de se décider à tuer. Voyant que le divertissement est terminé, il décide de partir, un peu déçu. Mais en jetant un dernier coup d'œil, il est choqué de voir que Zénos est en train de détruire le noyau tout en guérissant Aston en même temps, enlevant les parties fusionnées et guérissant peu à peu ce qui reste du corps et des organes. Le guide est abasourdi de voir qu'il effectue un processus aussi compliqué et presque impossible après avoir guéri tant de personnes et soutenu les demi-humaines au combat. Incrédule, il se demande comment quelqu'un capable de faire cela peut exister. Zénos dit à Aston que, franchement, le monde serait bien mieux sans lui, et qu'il devrait le savoir lui-même, mais qu'il doit payer pour tous les désastres qu'il a causés dans les bas quartiers. Et vu l'état dans lequel il est, même son compagnon devra payer aussi, en référence au guide. La raison pour laquelle il le sauve, c'est d'abord pour retrouver le guide, et la deuxième, c'est que, même s'il est un bon à rien, il a fait deux bonnes choses pour lui. La première, le sortir des bas quartiers, et lui donner son indemnité avec laquelle il a pu sauver Lily. Mais la raison la plus importante pour laquelle il ne pense pas le tuer, c'est qu'il est un guérisseur. Puis, d'un coup d'épée, parce que ce n'est plus un scalpel, il finit par détruire la pierre magique. Plus tard, Aston lui dit qu'il est si incroyable que ça lui donne la nausée, et bien qu'il était confus dans le golem, il a pu voir tout ce qu'il était capable de faire. Il comprend que si son groupe est arrivé là où il était, c'est grâce à lui, et même s'il dit quoi que ce soit, ça ne changera rien, il doit s'excuser. Mais Zénos s'approche de lui et lui demande de se lever, car dans cet état lamentable, il ne peut pas le frapper. Cela choque Aston, et Zénos lui dit que maintenant qu'il va bien, il n'a plus besoin de se retenir. En renforçant son poing, Aston panique et lui demande de s'arrêter, mais Zénos lui assène un puissant coup qui le met à nu d'un seul coup, se sentant bien mieux après ça. Plus tard, Krishna se charge de le réveiller. Aston lui demande où il est, et Krishna lui explique qu'elle l'a trouvé en chemin et lui a tout raconté, ajoutant qu'il devrait être reconnaissant d'être encore en vie. Puis elle lui dit qu'il est en état d'arrestation pour tentative d'agression, pour s'être échappé d'elle, ainsi que pour de nombreux autres chefs d'accusation, notamment l'exhibitionnisme. Elle lui dit aussi que Zénos a pris son épée pendant qu'il était inconscient, car en tant qu'objet de classe supérieure, elle devrait se vendre à bon prix. Aston se lamente d'avoir tout perdu et de n'avoir plus rien, mais Krishna lui dit que Zénos lui a laissé son indemnité et qu'il ne veut plus jamais rien avoir à faire avec lui. Aston se met à pleurer, tandis que Zénos, de son côté, sent qu'il va s'évanouir de fatigue. Les filles le ramènent à sa clinique et en profitent pour le tripoter un peu. Pendant ce temps, le guide commente qu'il vaut mieux qu'il se cache pendant un temps, mais il est sûr que leurs chemins se croiseront à nouveau. En arrivant à la maison, Lily dit à Zénos que Carmilla était très inquiète, ce que cette dernière, gênée, dément en la traitant de menteuse. Lily s'approche de Zénos avec une tasse de thé, et il leur dit qu'il est très reconnaissant de les avoir toutes là. Le lendemain, Krishna retrouve Zénos et les autres chez lui et leur annonce qu'ils n'ont pas appris grand-chose sur le cerveau derrière l'attaque du golem. La seule chose qu'il a pu confirmer, c'est que l'individu se fait appeler le guide. Zénos mentionne qu'il s'assurera de ne pas oublier ce nom, car il veut qu'il paie tout ce qu'il lui doit, évidemment en parlant d'argent. Krishna ajoute aussi que le guide avait déjà quitté l'endroit où il s'était installé avec Aston, sans leur laisser la moindre piste. Zofia intervient ensuite pour dire qu'elle a pu enquêter de son côté, le guide ne fréquentait le guild clandestin que depuis peu, et là-bas, il ne traînait avec personne. En d'autres termes, parmi tous les étranges, il était le plus étrange. Krishna leur fait savoir que l'ordre le considère comme dangereux et qu'ils continueront à l'enquêter, mais ils ne pensent pas qu'il réapparaisse de sitôt, car il a bien effacé ses traces. Zofia pense qu'il reviendra tôt ou tard, et les autres sont d'accord. Cela pousse Krishna à leur demander d'arrêter de spéculer. Même s'il apprécie leur aide, il préfère se fier aux preuves qu'il a en main plutôt qu'aux suppositions. C'est alors que Zénos leur demande d'arrêter de parler d'un bout à l'autre de la pièce, mais Krishna refuse, car elle ne peut pas être vue à la même table qu'avec des semi-humaines. Évidemment, cela offense les autres, car ce n'est pas comme si elle était si belle que ça. Mais comme elle s'en fiche totalement, elle les pousse toutes dehors de force, car elle veut recevoir des clients et gagner de l'argent pour de vrai. Une fois enfin tranquille, Lily lui dit qu'elle a une idée, car elle sait à quel point il est fatigué à cause de l'attaque du golem, et elle connaît une façon de le faire se sentir mieux. Mais avant de lui dire ce qu'elle a en tête, Zofia surgit soudainement. Elle explique que l'histoire du golem l'a énervée et qu'elle veut qu'ils aillent ensemble dans des bains thermaux, un excellent moyen pour lui de récupérer de l'énergie. Zénos pense que ce serait un bon changement d'air, ce qu'elle prend comme une acceptation de son invitation. À peine parti, Linga apparaît quelques secondes plus tard et lui fait exactement la même proposition, à sa manière, et s'en va toute heureuse en voyant qu'il accepte. À ce moment-là, Lily se sent vraiment déprimée, comme un supporter des Warriors. Mais comme si ce n'était pas suffisant, l'eau arrive. Avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, Zénos devine qu'elle veut l'inviter au bain thermaux, ce qui la rend heureuse qu'il lise dans ses pensées, elle croit même qu'ils sont âmes sœurs.
Mais Zénos pense au contraire qu'elle devrait y aller avec les deux autres, vu qu'elles s'entendent bien malgré leur envie de se taper dessus. Elle laisse donc l'affaire là. Mais les invitations ne sont pas finies, car Krishna entre maintenant par la porte pour lui proposer quelque chose. Elle est arrivée en dernier car elle s'est perdue en chemin. Mais comme on pouvait s'y attendre, Zénos, complètement épuisée, finit par l'inviter elle aussi au bain thermo. Lily boude face à tout cela. Et maintenant que tout est enfin terminé, Zénos lui demande ce qu'elle voulait lui dire, mais elle refuse, fâchée contre lui. C'est à ce moment que Carmilla descend au rez-de-chaussée et dit qu'elle trouve ça drôle que pour surpasser leur rival, elles aient toutes eu la même idée. Elle ne se lasse pas de voir jusqu'où peuvent aller les femmes amoureuses. Zénos commence à penser que pour une morte aussi puissante, elle a des goûts très vulgaires de feuilleton. Mais Carmilla ne lui prête aucune attention, car elle est impatiente d'aller au bain thermo aussi. Le soir venu, Zénos se détend enfin en entrant dans l'eau chaude. Soudain, Zofia entre comme si de rien n'était. Zénos lui rappelle que c'est le bain des hommes, mais elle répond qu'elle le sait déjà, et qu'elle a juste mis un panneau nettoyage pour qu'ils aient un peu d'intimité. En entrant dans l'eau, elle dit aussi que même si elle voulait être un peu plus agressive, elle sait très bien comment il réagirait. Changeant de sujet, elle lui dit que son frère et ses subordonnés trouvent qu'elle a changé récemment, qu'ils n'auraient jamais imaginé qu'elle s'entendrait bien avec des lycanthropes ou des ors, et encore moins qu'elle parlerait à une chevalière. C'est pourquoi elle pense qu'il est capable de changer le monde. Zénos ne se trouve toujours pas spécial, mais lui demande surtout pourquoi elle se rapproche autant, car elle est maintenant juste à côté de lui. Zofia espérait qu'il baisse sa garde en parlant, et quand elle y parvient, elle décide de l'attaquer, car elle en a très envie. Et ce n'est pas une métaphore, elle veut vraiment coucher avec lui. Il résiste, essayant de l'arrêter. Heureusement, quelques secondes plus tard, Linga entre, prétextant un malaise dû à la chaleur, mais elle saute aussi sur Zénos. Zofia la bloque en plein vol et lui reproche d'avoir encore beaucoup trop de force pour une malaise. Pendant qu'elle se dispute, Lo, qui campait dans l'eau, émerge complètement nu et dit à Zénos qu'elle l'attendait depuis le début, voulant savoir ce qu'il pense de son corps. Il lui répond qu'il ne peut rien voir dans l'ombre, mais tourne vite la tête pour lui dire que malgré tout, il préfère qu'elle ne s'approche pas. Les trois commencent à se disputer pour lui, et à ce chaos se joint Krishna, qui leur reproche le bruit et leur présence dans le bain des hommes. Mais elles lui font remarquer qu'elle est là aussi, et en déduisent qu'elle est venue pour être avec Zénos. Krishna ne nie pas cette accusation et trouve comme excuse qu'elle s'est perdue. Mais elle se joint tout de même à la bagarre pour savoir qui restera avec Zénos. De son côté, Zénos perd patience et leur hurle d'aller dans le bain des femmes. Là, une chevalière qui voulait se détendre trouve curieux que tant de races s'entendent bien. Elle remarque ensuite Lily, qu'elle trouve adorable. Lily avoue que si elle avait un plus beau corps, elle aurait eu le courage d'envahir le bain des hommes, mais que la réalité, c'est que les autres la surpassent largement en attributs, et qu'elle ressemble à une planche à repasser. C'est alors qu'elle voit la fille à côté d'elle et se réjouit de constater qu'elle aussi est plate. Elle la salue donc avec enthousiasme, comme si elle retrouvait une sœur. Mais la chevalière ne comprend pas ce changement d'attitude. Une fois Lily dans l'eau, Carmilla s'approche pour lui dire de ne pas se décourager, qu'elle a encore beaucoup de temps pour grandir, et qui sait, peut-être que c'est elle qui finira avec Zénos. Lily s'accroche à cette possibilité, mais se déconcentre en voyant que Carmilla devient de plus en plus transparente. Carmilla explique qu'elle se sent si bien qu'elle pourrait monter au ciel, puis disparaît entièrement. Lily est très effrayée, mais Carmilla revient à la normale, car c'était juste une blague. La chevalière confirme qu'elle est un spectre, et commence immédiatement un sort de purification. Carmilla traverse alors le mur, sans sa serviette, pour aller dans le bain des hommes et embêter Zénos, ce qui l'agace énormément, car c'est lui qui travaille le plus et on ne lui laisse même pas un instant de repos. Plus tard, tout le monde se réunit pour un banquet du soir, mais Zénos remarque que Krishna est assise au fond de la salle, alors il l'invite à se joindre à eux. Krishna se sent mal d'être dans cette situation, car le seul jour de repos qu'elle prend, elle se retrouve avec toutes ses filles. Zénos laisse tomber et demande où est Carmilla. Lily lui répond qu'elle est partie boire dans sa chambre pour être tranquille. Peu après, Lily s'endort profondément, et Zénos s'assoit pour parler avec Carmilla. Elle lui raconte qu'elle a aimé le début du dîner, mais que les filles ont fini par jouer à un jeu de boisson, où la gagnante devait s'asseoir sur ses genoux, et le pire, c'est qu'on ne l'a même pas payé pour ça. On voit alors que pendant que les autres devenaient folles avec l'alcool, Lily dormait paisiblement sur ses genoux. À cause de tout ça, Zénos se plaint que l'objectif de venir ici était de se détendre, ce qu'il n'a pas pu faire. Carmilla lui demande de ne pas voir ça comme quelque chose de mauvais, qu'il doit profiter des bons moments tant qu'ils durent, car elle est sûre qu'il sera bientôt à nouveau dans les ennuis. Changeant de sujet, Zénos lui demande comment elle a pu venir ici, pensant qu'elle ne pouvait pas rester longtemps au soleil. Carmilla lui montre un objet et explique que c'est grâce à lui. Comme son corps est éthéré, elle peut posséder des objets auxquels elle tient, alors elle est entrée dans le bâton que Lily porte en journée. Zénos suppose qu'elle y tient parce qu'il lui appartenait auparavant, et lui demande qui elle était de son vivant. Elle lui répond que c'était il y a très longtemps et qu'elle ne s'en souvient plus. Puis, elle lui souhaite bonne nuit. Le jour suivant, un grand fracas se fit entendre dans cette même auberge.
Humain fut la première à se précipiter sur les lieux du désastre. La propriétaire lui explique que son mari s'apprêtait à préparer le petit déjeuner quand, en entrant dans la cuisine, une explosion l'a enveloppée. Humain pense que les pierres signa ont dû exploser et l'informe qu'elle est soigneuse, donc elle fera de son mieux. Pendant qu'elle lance un sort, elle explique qu'elle ne peut lui prodiguer que les premiers soins, et qu'il mettra du temps à guérir complètement. Elle ajoute qu'avec un bras dans cet état, elle doute qu'il puisse à nouveau tenir un couteau. À ce moment-là, un homme arrive pour demander ce qui s'est passé, précisant qu'il est un client de l'auberge venu voir l'origine du bruit. Il observe longuement le blessé. Humain lui dit qu'il existe une antenne de l'hôpital royal au centre-ville, l'endroit idéal pour soigner l'homme, et lui demande son aide pour le transporter là-bas. L'homme répond qu'il n'a jamais entendu parler de cela, mais que c'est très intéressant. Toutefois, vu l'état du blessé, il pense que ce n'est pas nécessaire. Cela choque Humain, qui trouve inhumain de laisser un blessé ainsi. C'est alors que Lily arrive pour demander ce qui se passe, et l'homme s'en va avec elle. Avant de partir, il mentionne que la nourriture était délicieuse, qu'il aimerait revenir, et que cela devrait couvrir ses frais. Il lance ensuite un sort sur l'homme, mais comme Humain ne le voit pas, elle pense qu'il l'a abandonné sans cœur. Pourtant, à ce moment-là, l'homme blessé reprend conscience, et sa femme le serre dans ses bras, heureuse de le voir complètement guéri. Humain ne comprend pas ce qu'il s'est passé. Elle pense un moment que son sort a fonctionné, mais sait que c'est impossible, la blessure étant bien trop grave. Elle comprend aussi que guérir une telle brûlure instantanément exigerait un cercle magique de soutien extrêmement puissant, que seul un saint ou un guérisseur d'élite pourrait accomplir. Plus tard, elle se rend à son poste pour informer son supérieur de l'incident. Celui-ci comprend qu'il s'agit d'un guérisseur d'élite, capable de soigner des brûlures graves instantanément. Comme il y en a moins de 10 dans tout le pays, ils sont très prisés, et le gouvernement voudrait sûrement le recruter. Humain lui dit aussi que l'homme avait les cheveux noirs, et qu'elle a entendu qu'il s'appelait Zénos. Mais son supérieur pense que ce nom pourrait être un pseudonyme, donc peu utile. Il reconnaît toutefois que soigner cet homme était un acte honorable, et ne voit pas de problème à le laisser partir. Ce qu'il ignore, c'est que Zénos est un mercenaire. En se remémorant mieux la scène, Humain précise que Zénos portait un manteau noir. Son supérieur, qui associe ce manteau à un guérisseur d'élite, change alors d'avis et souhaite le retrouver. Comme Zénos n'est pas officiellement enregistré, il suppose qu'il vit peut-être dans les bas quartiers. De retour avec Zénos, qui ne sait rien de ce qui s'est passé, un jour il reçoit un patient en urgence. Quelqu'un lui amène un homme dans un état critique. Zénos l'allonge sur la table et examine son corps. Il découvre que le problème vient du poumon rouge et commence à réfléchir à haute voix à propos de cette étrange maladie. Le patient le félicite pour son diagnostic, puis s'assoit et se présente comme un guérisseur d'élite de l'hôpital royal, nommé Hernardo Becker. Il explique qu'il n'est pas particulièrement doué en magie de soins, malgré son rang. C'est alors qu'Humain entre soudainement et reconnaît Zénos. Hernardo se met à tousser du sang. Après avoir pris un médicament, il explique à Zénos qu'il a pris une drogue provoquant des symptômes similaires au poumon rouge, mais que les effets vont rapidement disparaître. Zénos, curieux, lui demande pourquoi il a fait cela et d'où vient cette drogue. Hernardo lui répond qu'il en est le créateur, l'ayant développé pour mieux comprendre et trouver un remède contre le poumon rouge. En entendant cela, Zénos comprend enfin qui il est. Humain commence alors à parler des exploits de son supérieur, capable de créer des remèdes pour de nombreuses maladies. Il dit ensuite à Zénos qu'il pensait qu'il était une vieille connaissance, mais s'est trompé. Zénos explique que le manteau qu'il porte appartenait à son maître, dont il ignore le nom. Hernardo lui propose alors de travailler à l'hôpital royal, disant qu'ils ont un problème urgent et qu'un étranger comme lui pourrait apporter de bons résultats. C'est alors que les filles arrivent à la clinique, ayant vu le drapeau rouge hissé, signe d'une urgence. Zénos suppose que c'est Carmilla qui l'a hissé. Hernardo admire leur loyauté envers lui. Bien que la situation soit délicate, Zénos accepte la mission proposée, sachant qu'il aura besoin d'alliés puissants maintenant qu'il a été découvert. Il sait aussi qu'Hernardo a distribué le remède contre le poumon rouge dans les quartiers pauvres, sauvant de nombreuses vies, et qu'il semble connaître son maître. Il ne peut donc pas être si mauvais, non? Hernardo promet de lui en dire plus s'il accepte de venir à l'hôpital royal, et qu'une fois la mission accomplie, il l'aidera à vivre en paix. Il lui souhaite alors la bienvenue de manière amicale.